Sur RCF, dans Clé de voûte et également sur la web TV du diocèse de Sées, nous avons le plaisir de vous faire découvrir une petite ville, Hem, non loin d'Argentan et de Nonant-le-Pin, qui est en plein centre du département de l'Orne et qui est quand même assez peu connue malgré sa riche histoire. Et nous avons la chance d'avoir Nadège Bretonnet avec nous, qui est guide conférencière. Nadège, bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous, vous faites partie de l'ensemble Terre d'Argentan, c'est ça? Tout à fait. Donc moi je travaille pour Terre d'Argentan, donc je suis guide conférencière médiatrice du patrimoine pour toutes les communes de Terre d'Argentan. Donc c'est un grand terrain de jeu où je vais faire de la visite guidée, pure et dure, mais aussi moi j'aime bien m'amuser avec le patrimoine et donc le faire découvrir, et je fais aussi des jeux de piste, des visites sensorielles, des randonnées gourmandes ou alors des visites décalées, par exemple découvrir une église la nuit. Ah oui, d'accord. C'est possible aussi. Alors, des jeux, ça veut dire pour les familles, les enfants aussi? Les familles, mais les adultes aussi, ce sont toujours des grands enfants. Donc des jeux de piste où ils vont avoir des énigmes à résoudre, trouver des codes pour ouvrir des antivols, pour accéder à l'histoire du lieu. Et ensuite, ils vont à une autre étape. Donc j'aime bien faire découvrir de façon ludique l'histoire de la ville. Et c'est comme ça qu'on la retient mieux, je trouve. Oui, alors vos terrains de jeu préférés, à part Hem, c'est quoi? Il y a Argentan, Écouché. Oui, voilà, Argentan, Écouché, Hem. On a vraiment de très très jolis endroits. On a aussi beaucoup d'espaces naturels sensibles sur le territoire. Donc c'est vraiment très riche et varié. Et puis des petites églises aussi qui sont à découvrir. J'avais fait visiter l'église de Loussé avec des peintures murales magnifiques, à Mauvaisville aussi. Et puis à côté là on a l'église de Fougy avec des peintures sur la voûte. Tout à fait, ouais. Là on voit quand même, on voit loin. Hein. Oui, on voit super loin parce que en fait, moi j'aime bien commencer ma visite ici parce que on a un point de vue. On comprend en fait pourquoi l'homme s'est installé ici. C'est parce que nous sommes en hauteur. On est en surplomb donc de la vallée d'un affluent de la Dive. Ouais. On est sur un éperon rocheux. Donc on est en hauteur, on va pouvoir surveiller, on va pouvoir être aussi en sécurité. Hein. Donc le lieu va être utilisé très très tôt, dès la préhistoire. Et après les Gallo-Romains vont s'installer aussi. Les Romains vont fonder, vous savez, construire leur ville avec l'axe nord-sud, est-ouest, qu'on retrouve bien ici à Hem. Et puis on est sur une route commerciale. D'accord, donc il y avait une voie romaine à l'origine? Tout à fait en fait, qui partait de l'Angleterre et qui traversait jusqu'à Tours et qui passait par Hem, et on est sur la route de l'Étain. Donc on est sur une route commerciale, donc un endroit de passage. Et donc forcément, sur les endroits de passage, on retrouve un bourg assez construit. C'est ça. Donc il y a une période florissante dans les premiers siècles, qui est un peu oubliée depuis. Tout à fait. En fait, Hem va vraiment être très très florissante. Son histoire va être très florissante en fait jusqu'au XIIe siècle. Après, on va avoir une petite baisse de régime. Oui. Et puis au XVIIIe, XIXe, vous allez voir quand on va se balader dans les rues, il va y avoir un essor de nouveau dans le petit village. Et aujourd'hui, c'est une belle petite bourgade où on peut se promener, se balader. On a de nombreux départs de randonnée. Oui. Donc on a des très très belles randonnées à faire. Et puis en plus d'ici, de ce point de vue, ce qu'on voit juste en face, c'est la forêt qui est juste en face du Haras du Pin. Ah oui, d'accord. Donc là en fait à vol d'oiseau, on est juste à côté. Il faut imaginer quand vous avez l'allée Louis XIV qui arrive en face du Haras du Pin, oui. Juste à côté vous avez l'allée d'Hem. Et en fait il faut imaginer que là on voit c'est quand même assez déboisé, mais il faut imaginer qu'on avait une immense forêt qu'on appelait la haie d'Hem, parce que à l'origine, une haie, c'est pas ce que nous on a aujourd'hui qui sépare les prés pour l'élevage ou autre. Une haie, c'était une petite forêt qui servait à protéger un lieu. Donc on a beaucoup de lieux-dits dans nos campagnes où on retrouve la haie. Et donc là, on avait la haie d'Hem et on avait de nombreux ermites qui habitaient dans cette forêt. Le nom Hem, vous savez d'où ça vient? Il y a une origine, ça s'écrit E-X-M-E-S, je le dis pour la radio pour ceux qui ne savent pas trop. Oui, tout à fait, E-X-M-E-S, et ça se prononce Hem, tout simplement. Et donc l'origine du nom, ça vient de Uxuma. Et Ux, ça veut dire élevé, et Uma, c'est un superlatif, donc ça veut dire un lieu élevé. D'accord.
Voilà, donc Nadège, on rentre un petit peu dans la ville d'Em. Oui, tout à fait. Et donc notre ville, donc ça va être vraiment un lieu où on va se défendre, et donc on va avoir des fortifications. Ouais. Elles vont être construites en dur par Henri Ier Beauclerc, donc on est au XIe, XIIe siècle. Henri Ier Beauclerc, vous devez le connaître. De nom. Voilà, c'est le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant. Ah, d'accord. Hein, donc nous, on le retrouve beaucoup dans la région, à Argentan, à Chambois et ici. Et donc là, il faut imaginer que juste là, en face de nous, on avait une porte. C'était la porte d'Argentan, la porte Malza, donc pour rentrer dans la ville. Et ici, on a un petit chemin. Et bien en fait, on va emprunter le circuit, on va longer les remparts que l'on avait à Em. C'est ça, il n'y a plus trop de reste alors aujourd'hui ? Alors oui, aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout, parce que en fait... Comme dans de nombreuses villes en France, les remparts ont été complètement démantelés. Nous, ils ont servi de carrière. Hein. Ils se sont servis des fortifications pour construire les maisons dans le village. Alors, ce qui va nous rester aujourd'hui, c'est pas du patrimoine bâti, mais ça va être plutôt dans les ruelles qui nous restent. Et puis, vous allez voir un petit peu plus loin, les fossés qui ont été creusés, elles n'ont pas été comblés. Donc, on les voit encore. Voilà. Qu'est-ce qui a causé le déclin ensuite d'Em ? C'est peut-être les voies de communication ? Ouais, c'est ça. Comme voilà, je vous ai dit, on était sur la voie de commerce, du commerce de l'étain. Et puis, à un moment donné, cette très belle ville de Em est revenue à Robert le Magnifique. Alors lui aussi, vous le connaissez forcément, puisque c'est le papa de Guillaume le Conquérant. D'accord. Et Robert le Magnifique, lui, il a abandonné le comté de Em et il s'est installé à Falaise. Et donc à ce moment-là, notre route qui descendait, qui passait par Em, elle va se dévier vers l'ouest et elle va passer par Falaise, Argentan et ensuite descendre, c'est le Mantour. D'accord. Donc c'est à ce moment-là en fait que Em va commencer à petit à petit, on va plus avoir de passage dans le village. D'accord. En fait, on avait bien une haute cour et une basse cour. Et c'est d'ici qu'on le voit le mieux. Alors j'enlève les lunettes de soleil parce que je n'y vois plus. Alors attention, on va s'arrêter là. D'accord. Et donc là, on a un talus d'herbe sur notre droite, un trou donc là où il y a les potagers. Et regardez, hop, ça remonte juste en face le talus. Parce que là, en fait, on est dans le grand fossé qui séparait la basse-cour de la haute-cour. Oui, c'était pas des douves, il n'y avait pas d'eau, c'était un fossé. Oui, je pense que c'était plutôt un fossé sec. Après ça, je n'ai pas la certitude. Hein, si c'était C'est une séparation en tout cas. Mais voilà, là on la voit vraiment bien en fait, ce vestige qui nous reste donc entre les deux cours. D'accord. Et on le voit bien. Là, j'ai un plan. Tac. Alors, vous voyez entre les deux là. Alors nous, on est parti d'ici. Et puis ensuite, après, on arrive là à la porte Sinistra. D'accord. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Porte du château, vous voyez ? On est arrivé là, en fait. On peut faire quasiment le tour de la ville. Oui, c'est ce qu'on va faire. Hein. Et donc là, on avait un pont qui traversait notre fossé juste là en face. D'accord. Ah, des petites maisons sur les côtés. J'ai toujours l'impression ça fait maison de poupée un peu. Ou les 7 nains qui vont sortir. Ouais. Petite maison à colombage. Voilà, mais c'est ça le charme de Em, c'est qu'on peut se promener dans toutes les petites ruelles, on aura toujours une surprise. Ouais. Donc là, ça va bien redescendre. D'accord. Voilà, on a fait quelques dizaines de mètres, Nadège, et puis on arrive devant une belle petite chapelle à l'extérieur de la ville d'Em. Tout à fait, ouais. Donc là, en fait, on a traversé le fossé entre la haute cour et la basse cour. Et on arrive encore sur un point de vue. Donc en hauteur, et avec une belle chapelle du 19e. Alors elle est quelle appellation cette chapelle, on l'appelle comment ? Alors c'est la chapelle Saint-Gaudgrand qu'on a ici. D'accord. Du nom de l'évêque de Sées, des premiers siècles. En fait, Saint-Gaudgrand, il est né à Em. Ah d'accord. Avec sa sœur Sainte-Opportune. Voilà, qui a fondé l'abbaye qui est maintenant à Argentan, quoi. C'est ça, tout à fait, qui était à Almenèche avant. D'accord. Et donc là, on est plutôt au 19e siècle, hein, c'est ça vous Oui, elle est du 19e. Alors, légèrement. Alors attention, il y a un trou derrière. Ouais, d'accord, on ne va pas reculer trop fort. Voilà. Voilà. Donc oui, elle est du 19e.
Donc elle est en style néo-roman. On va surtout retrouver, vous savez, du décor napoléonien. Donc c'est-à-dire qu'on a des mélanges en fait de différentes époques, ce qu'on aimait bien faire à cette époque-là. Et donc Saint-Gaudgrand est né à M. Donc il a été évêque de C. Et puis il a été assassiné quand il est revenu 7 ans après avoir fait son pèlerinage à Rome. Il a été assassiné par des mercenaires, hein, des soldats qui avaient été engagés par quelqu'un de sa famille qui le jalousait. Et donc Sainte Opportune va être vraiment très attristée. Elle va emmener donc le corps de son frère à Almenèche dans un premier temps. Et ensuite on aura toujours les reliques. De toute façon Sainte Opportune ne va pas lui survivre très très longtemps après, puisqu'elle est tellement triste d'avoir perdu son frère qu'elle aussi va décéder. Alors c'est vrai que ça imite un peu un tympan roman, mais c'est pas du roman. Tout à fait, vous voyez, surtout tous les petits personnages, ils n'ont pas du tout d'expression de visage, ils sont vraiment très stylisés, donc c'est vraiment pour évoquer des personnages, mais il n'y a rien de vraiment comme on peut retrouver au roman, où on va avoir les expressions du visage, où on va avoir des objets qui vont permettre d'identifier qui est représenté. Là c'est vraiment du figuratif en fait. D'accord. Et cette chapelle, elle sert encore ou elle est fermée? En général, elle est fermée? Alors, elle est tout le temps fermée. Elle ne sert plus du tout. Moi, j'ai pas entendu dire qu'il y avait des messes ici. Et on raconte que d'ici, on pouvait voir la mer au loin. Bon, en tout cas, là, on voit très loin. Aujourd'hui, c'est assez dégagé. On voit très très loin. Alors, je n'ai encore jamais vu la mer. Mais voilà, c'est des mirages. C'est ça. Mais c'est vraiment pour montrer que M était vraiment une ville très très importante. Et donc voilà, vraiment le territoire était vraiment très très vaste. C'est un peu le point culminant ici du coin. On est sur à peu près. Est-ce que vous connaissez la forteresse de Carcassonne? Oui. Est-ce que vous l'avez vue, vous l'avez visitée? Oui. Vous avez vu comment c'est immense? Oui. Eh bien, M était aussi grand que Carcassonne. Ah oui, d'accord. Parce que il ne reste plus rien alors. Non. Plus grand chose. Voilà, c'est notre Carcassonne à nous. Oui. Mais Carcassonne, c'est environ 9,5 hectares. Et ici, on était à 9,3 hectares. Donc, on était vraiment sur une très, très grande forteresse. Et en fait, on va commencer à la démonter, surtout sous Henri IV, qui va demander à ce qu'on enlève toutes les pierres de ces remparts et qu'on utilise pour construire la ville. Là, il faut imaginer qu'on avait un petit peu, vous voyez, comme le château de Falaise, vous avez vraiment la basse-cour, la haute-cour, les donjons. Il faut vraiment imaginer qu'on avait des constructions comme ça ici. Alors, on n'a pas de plan exact, on ne sait pas à quoi ressemblait notre château ici, mais on a le donjon de Chambois qui est à côté. Oui. Donc, on peut imaginer qu'on avait quelque chose qui lui ressemblait. Il ne reste pas de dessin Non, ça on n'a pas retrouvé. On a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites, mais on n'a jamais, on n'a pas pu définir, dessiner à quoi ressemblait le donjon ici. Voilà. Et maintenant, nous allons nous acheminer petit à petit vers l'église en passant par des petites ruelles. Oui, et puis je vous fais passer par la rue du Four Banal. Alors comme son nom l'indique, c'est ici qu'on avait le four. Vous savez, le four, on est obligé de venir cuire son pain parce que voilà, c'est le seigneur qui va pouvoir prélever des taxes en même temps. Mais cette rue, en fait, elle est pas connue plus pour ça, mais elle est connue par rapport à une grande dame qui est très célèbre, nous, dans la région, qui est la Dame aux Camélias. Voilà, bien connue dans la région. Ouais. Donc la Dame aux Camélias, elle est née à Nonan, pas très loin d'ici. Et donc ça deviendra une grande courtisane. Donc une courtisane, c'est une femme qui va accompagner des hommes et qui va être payée pour ça. Oui. Mais au début, la Dame aux Camélias, c'est bien une petite fille de la campagne. Oui. Et elle commencera en fait à travailler ici en tant que domestique dans cette rue. Dans cette rue du Four Banal. C'est ça. Voilà. Donc chez un monsieur. Alors un monsieur qui a 65 ans. Les habitants ne voient pas ça d'un bon œil. Ouais. Donc très vite, en fait, le papa de la Dame aux Camélias va la retirer de chez ce monsieur. Et elle ira travailler pas très loin de la porte où on était tout à l'heure, dans une auberge. Et donc voilà. Et ensuite, la Dame aux Camélias partira à Paris et c'est là qu'elle deviendra courtisane. Mais elle reviendra à M quand même pour revenir voir les endroits de son enfance.
Voilà, donc elle est tout près de l'église, là, la belle église que nous voyons en face de nous. À côté, donc c'est l'église Saint-André. Ouais. Et alors on a une église qui est assez atypique ici, hein, puisque on a plusieurs époques qui se succèdent. Ouais. Et un petit peu comme toutes les églises en général, hein, c'est qu'on a une nef qui est plutôt romane et un chœur qui est plutôt 15e. D'accord. Et alors là, on a vraiment deux hauteurs de cette église. On a l'impression qu'il y a deux églises côte à côte. En fait, il y a une partie très haute, c'est la plus ancienne. Voilà, ouais. C'est la partie la plus ancienne. On voit bien qu'on a des amorces d'arches pour pouvoir faire une église 15e. Et puis ça va s'arrêter parce qu'on n'a pas les sous. Parce que ça coûte quand même de l'argent de faire une église. Comme l'église des Couchés, en fait. On n'a pas les sous pour la finir entièrement. Tout à fait, voilà. Mais ici, contrairement à Écouché, c'est qu'on va conserver la nef et on va continuer à l'utiliser. Donc elle ne sera pas laissée à l'abandon et elle ne va pas s'écrouler comme à Écouché. Voilà, on va juste filmer pour la Web TV du diocèse de Sées la petite carte qui est collée contre le mur de l'église. C'est le voyage à travers le temps ici de la région, de la préhistoire à nos jours. Hein. Donc ça montre les voies anciennes. Et voilà, vous voyez bien comment on pouvait aller donc de la mer de Caen, en passant par Jord, on allait jusqu'à M. Donc on voit bien la route qu'on avait, la route commerciale. Et puis qui va petit à petit se déplacer quand on va passer par Falaise, Argentan. Et vous voyez, on n'est plus du tout sur l'axe. Le M n'est plus sur la voie principale, voilà, puisque la route est déviée. Vous voyez qu'on voit la mer de M. Eh ben, tout à fait. C'est vrai. C'est une église qui a été donc reconstruite sur un lieu qui était déjà utilisé. Hein. On avait déjà une église à l'époque des Vikings, puisqu'on sait que les Vikings vont complètement la détruire, et qu'on sait aussi qu'elle a été construite sur plutôt un temple païen, puisque notre église, alors là c'est vrai que c'est pas très flagrant, mais elle n'est pas du tout orientée est-ouest. Ah d'accord. Et non, elle n'est pas dans le bon sens. Mais parce que on s'est basé sur le temple qu'on avait avant et on a reconstruit dessus, mais elle n'est pas orientée. Voilà, donc un ancien lieu de dévotion. Alors il faut dire quand même quelque chose d'important que peu de personnes, en tout cas les diocésains de Sées ne savent pas, s'imaginent que l'évêque a toujours habité à Sées. Or, c'est pas vrai. Et non, c'est pas vrai. Au VIe siècle, donc on a l'évêque l'évêché qui sera à M. Et il faut aussi savoir que Sées n'avait pas de défense militaire. Il y avait bien des portes, des forts, mais il n'y avait pas de défense. Donc quand on avait les barbares qui venaient attaquer, eh bien les habitants de Sées venaient se réfugier ici, à M. D'accord, donc c'est la raison pour laquelle l'évêque est venu ici sans doute. Oui, et on venait protéger les reliques aussi, le trésor de la cathédrale. La ville d'Em était beaucoup plus sûre que Sées. Tout à fait, ouais. Nous, on avait tout ce qu'il fallait pour se défendre ici. Et donc, il y a eu plusieurs évêques ou plutôt un seul? Ça a duré longtemps, l'évêché, non? Non, pas très longtemps. Non. Ça, en plus, c'était des allers-retours. Hein, c'était selon les aléas et les attaques. Donc, jusqu'au VIe siècle à peu près. Donc, peut-être un petit peu avant, au IVe, Ve siècle. Mais après, non, c'est vraiment l'évêque restera assez. Voilà. Je filme juste, il y a une petite statue au-dessus des portes latérales qui est une Vierge à l'enfant qui doit être assez ancienne. Voilà, une Vierge couronnée. Il y a des inscriptions en latin en dessous. Voilà. Alors juste en face de l'église, on a une magnifique maison. Oui, vous avez l'hôtel particulier de Guerpel qui est juste là. Donc je vous disais tout à l'heure que M est vraiment très très florissant. Elle a vraiment un regain au XVIIIe, XIXe siècle. Et donc, il va y avoir des hôtels particuliers qui vont être construits à M. Bonjour. Voilà, donc on rentre dans ce manoir. C'est un manoir, hein, c'est ça ? Un hôtel particulier, c'est pas pareil. C'est l'hôtel particulier, donc là on reconnaît bien, on a le côté cour, le bâtiment, puis de l'autre côté on a le côté jardin. D'accord, magnifique. Hein. Et superbe, et en plus il y avait une orangerie, donc ça c'est vraiment un... Les 17e. Bon, là, ça a été fait, je pense, 19e. Oui, je peux vous demander de vous présenter, vous voulez bien ? Je suis Madame Colten, propriétaire de l'hôtel de Guerpel. D'accord. Depuis longtemps ? Ça fait 5 ans. Ouais, d'accord. Et vous accueillez du monde ou c'est privé ? Non, c'est un hôtel particulier. Donc, tous les dimanches, par contre, on accueille... vu qu'il n'y a plus de messe, nous on fait le partage de la brioche dans la chapelle. Eh ben, on vous suit parce que vous avez l'amabilité de nous guider dans les lieux. C'est encore mieux par le propriétaire. C'est encore mieux. Je passe devant.
Donc, nous, il y a l'étape du dimanche. Alors, mais donc là, c'est une chapelle, quoi. C'est la chapelle. C'est Monseigneur Stahl qui l'a fait. Il a, avec l'aval d'un pape, il a eu le droit de faire la chapelle d'après l'évangile de Saint Jean. Et donc, ça remonte à quelle époque, à peu près? Aux années 50. Ah oui, d'accord. Voilà, faut connaître les lieux pour découvrir cette chapelle. J'aime bien les petits lieux secrets, c'est ce qui est bien. Et le mobilier, c'est vous qui l'avez ramené. L'hôtel était vraiment pas beau et du coup nous on a remis un hôtel un peu plus prestigieux quand même. Par contre, moi j'adore l'art religieux. Et donc ce lieu, il sert de quoi? De lieu de convivial? Un lieu convivial du dimanche matin où nous partageons la brioche avec les gens qui veulent bien venir. Voilà, Nadège, on est juste devant cette belle église d'Ems. On va y rentrer pour découvrir les beautés à l'intérieur. Tout à fait, allez c'est parti. Allons-y, je vous laisse passer. Voilà, là, on est sur. Nous sommes dans l'église Saint-André. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, comme de l'extérieur, on voit bien les différents styles architecturaux. On voit bien, là, on est dans la partie romane. Ouais. Donc là, on est dans les bas-côtés. On voit bien la nef avec les arcades. On va aller jusqu'au fond de l'église et puis on va se retourner après. Et après, vous allez bien voir la transition entre les styles. Alors, en passant devant Sainte-Opportune, rappelez-nous, c'était la sœur de Saint-Gaudgrand. Hein. Tout à fait, oui. Donc, on a Sainte-Opportune qui est ici, Saint-Gaudgrand qui est juste à côté. Donc, le frère et la sœur qui sont nés ici. Saint-Gaudgrand, évêque de Sées, ils sont nés à Ems, et Sainte-Opportune qui a fondé les bénédictines qui maintenant sont à Argentan après être passées par Almenèche. Alors on se retourne et puis on va embrasser toute la grande nef ici. Voilà, et on voit bien la partie du chœur donc qui est plutôt 15e, donc plutôt gothique flamboyant. Puisque voilà, on avait comme beaucoup d'églises, l'envie de reconstruire dans un nouveau style. Et comme d'habitude, on commence par reconstruire le chœur, puisque c'est la partie la plus importante dans une église. Donc c'est là où on va vraiment la décorer le plus possible. Et ça peut aussi nous rappeler que toutes les églises étaient peintes à l'intérieur. Voilà, tandis que là, au-dessus de nous, c'est peut-être du châtaignier, on a des lambris plus classiques, mais certainement, voilà, un moins bois coloré. Qui va repousser les insectes naturellement. C'est ça. Mais en coque de bateau renversé. Oui. Typique de nos églises en Normandie aussi. Avec à la tribune un orgue en 2 parties. Oui, il est super chouette. Alors on a quelques statues, encore on va se rapprocher un petit peu. Oui. On va sur la droite, un beau vitrail, alors je ne sais pas ce qu'il représente comme scène, il y a le Christ. La mort de Saint-André, alors là vraiment c'est une hypothèse, parce que comme on est dans l'église de Saint-André, ouais. D'accord. Donc ensuite, on a Saint-Quentin, on a Saint-Paul, et de l'autre côté, je l'ai vu, nous avons Sainte-Barbe. Avec sa tour. Avec sa tour. Donc comment reconnaître Sainte-Barbe? Elle a toujours donc sa palme dans sa main, puisque c'est une martyre. Donc ça, dès que vous voyez un personnage avec une palme, c'est un martyr. Et elle porte donc l'objet donc de son martyr dans sa main, c'est la tour, puisque son père l'a enfermée dans la tour parce qu'elle refusait de se marier. Et donc il va la torturer. Il va décapiter sa fille et juste à ce moment-là, il s'attire les foudres, la colère de Dieu puisqu'il est foudroyé sur place. Et donc Sainte-Barbe sera la sainte protectrice de tous les métiers du feu, notamment les pompiers. Les pompiers. Voilà, une belle statue à côté de la Vierge à l'enfant. Oui, et on voit quelques traces de peinture sur la statue. Oui. Donc je vous disais, les églises étaient peintes, mais les statues aussi. Là, on a des petits restants de dorure qu'on voit bien. Une très belle Vierge à l'enfant avec un décor au-dessus. Encore un beau vitrail. À côté, là, c'est Jésus chez ses parents, avec son père Joseph qui est ébéniste, charpentier. Il apprend le métier, en fait. Oui, tout à fait. On le voit bien, là. Là, des croix de consécration. Voilà, c'était au moment où l'église est consacrée. En fait, quand l'évêque vient consacrer l'église, il bénit ces croix-là. Il bénit, tout à fait. Et alors, des stalles. Voilà. Alors, c'est des stalles assez simples. Oui. C'est-à-dire pas sculptées, mais bon... Donc ça illustre peut-être un passé avec des chanoines, ou en tout cas des religieux. Tout à fait, oui. En plus, on avait le couvent qui était juste à côté et qui a été complètement démonté à la Révolution française. D'accord. Donc c'était quand même une ville assez religieuse, avec des congrégations, des communautés religieuses. Oui, tout à fait, oui. Alors, au passage, avant de voir le maître-autel, il y a un lutrin ici, avec l'antiphonaire, donc l'aigle qui est représenté. C'est là où on chantait les offices.
Et puis ce maître-autel là, avec un très beau retable. Superbe retable. Alors ça, c'est très à la mode, les retables au XVIe, puisqu'on va reconquérir les fidèles avec le beau. Et donc là, il est très travaillé. Et surtout, regardez, c'est de chaque côté les consoles que vous avez. Les consoles sont des petits meubles à 2 pieds. Hein, tout à fait, voilà, c'est ça. Et elles sont alors de toutes les deux, hein, de 2 styles différents, mais elles sont vraiment, elles sont authentiques, elles sont superbes. Quand on n'a pas d'argent pour faire des vitraux, eh bien, on les mure. Donc, vous voyez, hein, il y en a un qui est toujours muré. Et puis là, le vitrail, il est coupé en 2 parce que, à une époque, eh bien, on va construire la sacristie. Et donc, la sacristie, on la colle à côté de l'église. En tout cas, c'est sympa, ces couleurs rose et bleu, là. C'est très joli. C'est assez beau, ça éclaire bien le cœur. C'est très féminin. Oui. Ah, ici, des fonds baptismaux qui semblent assez anciens. Ça, c'est de l'époque romane, sûrement. Tout à fait. Oui, parce qu'on a gardé quand même des bases de l'ancienne église. Sainte Thérèse, bien sûr. Et là, vous avez Saint-Clair. Ah oui, Saint-Clair, donc l'homme Saint-Clair, pas Sainte-Claire d'Assise, d'accord. Saint-Clair, le masculin. Et il est représenté en céphalophore, c'est-à-dire qu'il tient dans ses mains donc l'objet de son martyre. Lui, il a été décaloté. En fait, donc des soldats l'avaient retrouvé et voulaient le décapiter, sauf que l'on raconte que la hache a ripé et il a été donc décaloté. Et Saint-Clair aurait ramassé sa calotte crânienne pour indiquer où il voulait être enterré, et il a été enterré à Saint-Clair-sur-Epte. Et ça, c'est très important pour nous, les Normands, Saint-Clair-sur-Epte, puisque c'est là où a été signé le traité pour la création de la Normandie avec Rollon en 911. D'accord. Et puis on a encore des belles maisons qui nous témoignent vraiment de la prospérité de la ville au XVIIIe, XIXe siècle. Vous en avez encore une très jolie ici, avec un décor plutôt style napoléonien, donc là où on a un mélange de styles. Avec des petites ruelles qui partent de la place, là c'est la rue des Évangiles. Oui. Rue d'Honneur, c'est des toutes petites maisons à colombage. La petite maison, là, elle est vraiment toute jolie, toute mignonne. Ouais, ça paraît ancien. En fait, la ville n'a pas été trop détruite par la guerre. Et non, elle a été protégée, en fait. Ouais, oui, on raconte que le curé avait demandé à prier, faire une neuvaine, et puis les bombes ont évité la ville d'Aime. Voilà, comme la ville avait été protégée des épidémies en fermant les portes, les fameuses portes dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'était bien une ville qu'on pouvait fermer facilement, quoi. Voilà, complètement, et on pouvait se protéger. Alors, il y avait des couvents aussi dans la ville, je crois que là c'est aussi une partie. Voilà, on a des bâtiments qui faisaient partie d'un prieuré. On avait un grenier à sel aussi de ce côté-là. Ouais. Et puis, juste en face, on a un jardin. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une grosse butte de terre. Ça fait un peu butte médiévale. Tout à fait. Ouais. Et c'est une butte artificielle. C'est l'homme qui l'a faite. Et on l'appelle la butte des cavaliers. Donc, c'était pour se défendre aussi. D'accord. Ça fait penser un peu à un oppidum romain, mais... Bon. Voilà, un petit peu. C'est pour la défense. Et on va emprunter un petit chemin qui va passer juste au pied. Ah oui, faut le connaître alors, oui. Oui, il faut le connaître. Et en plus, on va arriver sur les chemins du Mont-Saint-Michel. D'accord. Ah oui, c'est bien entretenu, les chemins. Oui, ils sont très très bien entretenus. Et puis ça fait des belles balades, des belles randonnées qu'on peut faire à l'ombre, puisqu'on a pas mal de chemins creux, nous aussi, dans la région. Donc on racontait que quand on se baladait dans les chemins creux toute une journée par une journée de soleil, et on ne prenait pas de coups de soleil, puisqu'on était dans les chemins creux, on était à l'abri. Ça, c'est ce qui va ponctuer la visite sensorielle. Là, on voit un petit signe qu'on est bien sur les chemins du Mont-Saint-Michel. Ouais, tout à fait. Et là, on est arrivé dans le bas de notre butte, puisqu'elle est juste au-dessus. D'accord. Ah oui, on la voit bien. Il nous reste la tombe d'une abbesse. D'accord. Et gare à vous si vous voulez emporter sa pierre tombale. Parce qu'elle a mauvaise réputation. Il y a une légende. En fait, on raconte qu'un fermier avait décidé de récupérer la pierre tombale pour en faire le seuil de sa porte. Ouais. Sauf que dès qu'il l'a installée, toutes les nuits lui arrivaient des malheurs parce que en fait, l'abbesse venait l'hanter. Et donc il a décidé de tout remettre à sa place pour arrêter. Alors c'est juste à côté, c'est là. Ouais. Alors, faut le savoir aussi. Oui. Ah oui, j'ai l'impression que c'est là. On voit des plantes autour et un petit renfoncement dans la clôture.
avec une pierre tombale, et elle était enterrée là toute seule en fait. Ouais, alors, peut-être qu'il y avait les autres qui étaient à côté, mais elle n'a pas été déplacée quand on a démantelé le couvent, le prieuré. Il y en a quelques inscriptions qui ont l'air d'être en français quand même. Décédé, oui c'est ça, il y a des inscriptions 1780 et quelques. Ouais, d'accord. Ah mais il est mignon ce petit lavoir. C'est trop beau. Voilà, avec le plan d'eau qui est plein de lentilles, qui est tout vert. Mais oui, il a un petit cachet, un petit charme. Il a un petit charme, puis il y a une plaque qui a été mise par rapport à une dame qui venait laver son linge. Là, on entend les petits oiseaux. Là, voilà, il y a sa photo. Alors, c'est André Garnier, dit Dédé. Notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, en mémoire de tous ces moments passés en ce lavoir, décédé en 1988. Voilà, donc on va faire attention de ne pas tomber dans l'eau. Non. Et donc nous voici à ce lavoir. Alors, voilà, donc c'est là un peu l'achèvement de notre visite, Nadège. Oui, tout à fait, oui. Eh ben, un grand merci pour cette visite guidée de la ville d'Aime. On espère que ça aura contribué à faire connaître aux Ornais et puis aux diocésains de Sées le riche passé historique et aussi religieux de cette belle région, avec toutes les allusions qu'on a pu avoir pendant cette visite guidée. On est quand même plusieurs à faire découvrir la région. Voilà. Et pour Terre d'Argentan, il y a un site internet, c'est facile à trouver? Tout à fait, vous allez sur le site internet de l'Office de tourisme, vous avez toutes les visites qui sont nommées, ou alors vous pouvez aller sur Orne Tourisme, donc qui est plutôt le site du département. Et là, pareil, vous pouvez retrouver tout ce qui se passe sur notre territoire. Merci Nadège pour cette visite guidée. Bonne continuation dans vos visites comme guide conférencière à Terre d'Argentan. Merci. Merci beaucoup, au revoir.